Balado conscient, épisode 156. L'animatrice culturelle et une leader de l'éco-responsabilité des événements au Québec, Caroline Voyer. Donc, la fin du monde telle qu'on la connaît, oui, c'est annoncé depuis longtemps. Il faut le prendre ça à bras-le-corps, je pense. Il faut y aller. Les artistes, comme tout le monde, doivent agir, oui, mais aussi, ils peuvent être des porte-parole. Ça, c'est quelque chose que les plombiers, les policiers ne vont pas nécessairement pouvoir faire. Alors que quand on a un micro, par exemple, ou un pinceau ou autre chose, là, on peut rejoindre les gens, puis on peut les toucher à quelque part que ça va faire peut-être une différence. Je vous parle ce matin de mon chalet à Duhamel, Québec. Il pleut, donc vous entendez des sons de pluie autour de vous. J'ai eu le plaisir de dialoguer avec Caroline Voyer le dimanche 19 mai 2024 à Montréal. Caroline se spécialise en éco-responsabilité des événements et de la culture depuis 2001. Et elle est la co-initiatrice du Conseil québécois des événements éco-responsables. Formée en performance environnementale des organisations et en animation culturelle, elle adore offrir des formations du service conseil et faciliter la transition éco-socio-responsable. Et vous allez entendre dans sa voix son énergie et ses convictions. Caroline a été la directrice du Réseau des femmes en environnement depuis près de 20 ans. Entre autres choses, elle est l'une des 3 membres fondatrices d'Artistes citoyens en tournée, ACT, avec Laurence Lafont-Beaune et Aurore Cortieux-Boineau. Et elle est aussi co-fondatrice du programme Scène éco-responsable, qui s'adresse aux diffuseurs, aux artistes, aux agences de spectacles et aux producteurs qui désirent prendre le virage vert du développement durable. Caroline va tout vous expliquer ça dans le cadre de notre conversation, dont l'importance de se réunir. Donc, moi, ce qui me touche beaucoup, qui me fait beaucoup de bien, c'est de rencontrer des gens qui ont les mêmes valeurs que moi. Moi, c'est ça que je recommanderais. Eh bien, moi, je partage les mêmes valeurs que toi, Caroline. Et je suis profondément reconnaissant pour tout ce qu'elle nous a offert en tant que visionnaire et championne de l'éco-responsabilité. Écoutons la pluie un peu plus et ensuite ma conversation avec Caroline. Bienvenue, Caroline. Merci beaucoup. Merci de l'invitation. Ça fait longtemps que je voulais te parler de ta vie, puis des engagements, puis ton point de vue sur ce que tu fais, mais aussi sur le rôle de l'art. On va parler de tout ça aujourd'hui. Et en partie parce qu'on ne se connaît pas bien. On a travaillé un petit peu ensemble à Scale et ailleurs. Mais j'observe depuis longtemps l'énergie qui vient de ce que tu fais, surtout avec des femmes, et à quel point ça a un impact ici au Québec. Je remarque dans le milieu artistique, il y a eu comme une transformation en fonction du travail que tu as fait. Mais commençons au début. Quelle était ta formation? D'où viens-tu? Le début. Le début, je viens de ma mère qui m'a... On a commencé à faire du recyclage à la maison avant que ce soit la mode. Donc, on prenait tout ça de côté, puis on allait porter ça dans des... Il fallait se déplacer pour aller porter le recyclage à quelque part. Ça a commencé là, je dirais.
mais aussi toutes les valeurs sociales, tout l'engagement communautaire. Je faisais du bénévolat. J'avais pas 10 ans, je pense, quand j'ai commencé à faire du bénévolat. Donc, ça vient de là. Un moment, on se rend compte que l'environnement va pas bien, que tout le monde n'est pas conscient de ça. Puis, ça, c'est une chose, mais personnellement, on a envie d'en faire plus. Puis, donc, c'est à la maison, c'est dans les loisirs, ces choses-là. Puis, à un moment donné, c'est pas assez. Il faut travailler dans le domaine parce que, ben, pour moi, je voulais passer tout mon temps. Ça devient vraiment quelque chose qui prend toute la place. Et puis, donc, je suis retournée aux études. Moi, j'avais pris une formation, dans le fond, moi, j'ai un bac en animation culturelle. Donc, moi, c'était la culture qui m'intéressait d'abord et avant tout. Puis donc, j'ai pu travailler quand même dans ce domaine-là, mais ça devenait pas assez. Et donc, je suis retournée aux études en environnement pour essayer de faire ma part encore plus. Donc, c'est ça. J'ai étudié en environnement. J'ai eu la chance de me trouver un premier emploi qui mariait déjà culture et environnement. Maintenant que j'y pense, dans le fond, c'était la fondation Culture à partager, qui n'est pas très connue, mais c'est une fondation qui donne une deuxième vie aux livres. Ah, donc, avec tous les livres qui autour de nous, là, avec le numérique, intéressant. Oui, exactement. Donc, beaucoup de livres qui ici peuvent devenir moins populaires. On en a tellement. Il y a tellement une abondance de tout. Pas juste de livres, là, on s'entend, mais bon, si on s'intéresse aux livres. Donc, c'est une fondation qui donnait une deuxième vie à ces livres-là. Puis ensuite, il y a eu la fondation 2008, l'organisme de l'environnement. Comment ça s'appelle encore? Ben, en fait, j'ai eu la chance de travailler pendant 20 ans au réseau des femmes en environnement. C'est ça, oui. Donc, ce réseau-là m'a engagée pour organiser un colloque qui se voulait 100% éco-responsable. Et puis donc, marier en fait l'événementiel et l'environnement, ça a été un peu ça qui a été l'amorce là, de mon embauche, puis ensuite de ma mission, on peut dire. Ouais. Et la mission, vous avez créé le conseil, si je comprends bien, Conseil québécois des événements éco-responsables. Pas évident à traduire en anglais, là, mais... Sustainable Event Council. OK. Et comment c'est arrivé, ça? Parce que ça m'intéresse de savoir... À l'époque, ça n'a pas dû être évident là, d'offrir ces outils-là. Comment est-ce que ça a commencé, cet organisme-là? Et pourquoi? Pourquoi? Parce que quand on a organisé le gros colloque pour lequel j'ai été engagée, on voulait qu'il soit éco-responsable. Donc, on a développé toutes sortes d'outils internes ou de références, d'abord et avant tout. Par exemple, on voulait que, dans ce temps-là, tout le monde avait son sac de congrès. Quand on allait à un congrès, c'était obligé. Donc, il fallait que ce sac-là soit vraiment éco-responsable. Donc, je cherche les fournisseurs, tout ça. Et puis, à la fin, on se faisait demander, c'était qui dont la nourriture, votre repas était 100% végétarien, c'était qui le traiteur, le sac était fait de coton biologique par une entreprise d'économie sociale, c'est qui cette entreprise d'économie sociale? Donc, on devenait un peu une référence, puis on s'est dit, tant qu'à être une référence, soyons-le vraiment pour aider les gens à agir en fonction de leurs valeurs, même dans l'organisation d'événements. Et donc, de là, l'idée de créer les 5 volets. Donc, oui, le Conseil québécois des événements éco-responsables qui fait de la sensibilisation, de la formation, du service conseil, qui développe des outils et qui, on a été les demandeurs de la norme québécoise en gestion responsable d'événements. Cette norme-là s'intéresse à tout type d'événements, mais aussi les événements culturels notamment. Et pourquoi la culture? Parce que tu aimes la culture, mais ça s'applique à tous les événements. Qu'est-ce qui est donc particulier avec les événements culturels et artistiques au niveau de l'empreinte de carbone? Est-ce que il n'y a rien de particulier? Les gens se réunissent dans des salles, il y a des petits papiers ou non, mais... Bien, nous, on l'a vraiment traité, les événements culturels, comme les événements sportifs, comme les événements d'affaires, parce que c'est les mêmes questions qu'il faut se poser. Qu'est-ce qu'on va manger? Comment on va se déplacer? Qu'est-ce qu'on va utiliser comme matériel? Ce sont les mêmes questions. En France, c'est beaucoup plus séparé. Les événements culturels, les prestations culturelles sont beaucoup plus travaillés ensemble là, par les partenaires d'affaires qu'on a là-bas. Ici, on ne leur a pas fait un traitement particulier, mais c'est sûr qu'au niveau des valeurs, on sent que les gens qui travaillent dans les événements culturels, ça fait partie de leurs valeurs, toutes les valeurs environnementales. C'est peut-être ça la particularité.
Ben, je suis allé à un concert, en fait, de l'Orchestre de Paris, présenté par l'Orchestre symphonique de Montréal, puis je regardais la politique éco-responsable de l'Orchestre de Montréal, comme par exemple. Puis c'est bien articulé. Je me souviens d'avoir vu les outils, puis les gens l'utilisent. Mais est-ce que ça influence la production artistique ou est-ce que c'est comme un niveau plutôt citoyen, social? Mais il doit y avoir des liens parce que si on devient plus éco-responsable, plus éco-sensible, ça doit avoir un impact sur le reste des opérations, non? Sûrement, sûrement. Oui, pour certains. Pour certains, souvent, ça commence à la maison. Ça commence par des petits gestes, tout ça. Puis là, ça devient dans leur façon de faire leur métier, puis dans toutes les valeurs. Il y en a des artistes, des artisans à qui on a parlé, pour qui c'était plus envisageable de faire autrement. Vraiment dans toutes leurs pratiques, tous leurs choix artistiques. Mais on dirait que c'est une progression. Hein? Il y a comme un chemin à parcourir. Tout le monde n'est pas rendu au même endroit sur ce chemin-là. On commence à la base, les outils de Creative Green, je ne sais pas comment on appelle ça en français, là, le Creative Green, c'est un point de départ dans la mesure que on sait quel est l'impact du transport, etc. Parce qu'on sait que c'est relativement petit selon les organisations, là, mais ceux qui font des grosses tournées, là, ça devient plus important. Puis, et aussi, symboliquement, je trouve que c'est important que si un artiste, mettons, fait une œuvre sur l'environnement, puis j'en entends, j'en vois beaucoup, mais ils font rien au niveau de leur pratique, il y a comme une contradiction, là, non? Un problème de cohérence, puis le public est critique face à ça. C'est pas intéressant de pas être cohérent, ça nuit à toute l'image de la chose. Par exemple, au niveau du recyclage, que tous les citoyens font du recyclage ou ont l'opportunité de faire du recyclage à la maison, il suffit d'une fois un camion qui ne va pas au bon endroit, puis on dirait que toute la confiance tombe du public. Donc, c'est un peu la même chose. Si on dit « faites ceci », mais qu'on ne le fait pas derrière, ça enlève la confiance, la cohérence. Puis pour ça, les gens se demandent pourquoi je le ferais. Si un tel ne le fait pas, pourquoi moi je le ferais? Puis ça, c'est triste. C'est vraiment triste. Ben, vous êtes choyé ici au Québec parce qu'il y a aussi Anne-Catherine Lebeau puis le travail d'Écocéno et d'autres organismes, puis il y a des synergies entre eux et tout ça. Je trouve ça intéressant. On a des choses semblables in the rest of Canada, mais pas tout à fait avec la même intensité puis la même structure. Donc, j'aimerais bien qu'il y ait des événements éco-responsables. Je sais qu'il y en a dans des festivals, etc., mais j'ai participé dans l'évaluation de certains, l'accréditation avec le CQEER. J'ai trouvé ça vraiment intéressant de mettre à la place de l'organisation qui essaye de faire fonctionner son organisme. C'est comme, est-ce que je vais pouvoir payer mon loyer à la fin du mois? Puis en plus, ils veulent que je fasse de l'environnement. Puis là, on se retrouve en situation où on a l'impression de prioriser, mais c'est pas une question de priorité, c'est une question de vie. On n'a plus le choix. C'est ça. Moi, ça vient me toucher. C'est sûr, on veut que les arts aient une vie, on veut que les artistes aient l'opportunité de vivre de leur art, tout ça. Puis des fois, j'entends le commentaire, mais il faut que je fasse mon activité avant d'investir dans l'environnement. Mais l'environnement, c'est pas... Le fait d'agir de façon éco-responsable, ça ne nécessite pas toujours des coûts supplémentaires. Pourquoi pas implanter les actions qui sont gratuites ou qui font faire des économies d'abord? On n'est pas obligé toujours de compenser son empreinte carbone, mais est-ce qu'on peut tenter de la diminuer d'abord et avant tout? Quand on parlait des outils de Creative Green, en les complétant, l'avantage, c'est qu'on vient voir où est l'empreinte. Puis des fois, on peut avoir des surprises. J'ai eu la chance, il y a 2 ans, de faire un projet financé par le Fonds d'action québécois en développement durable, où on a mesuré l'empreinte écologique de 10 événements à travers le Québec, pas juste Montréal, parce que souvent on nous dit « Ah, les grands centres, c'est facile ». Là, c'était partout, dans toutes les pas toutes les régions, mais plusieurs régions. Et on s'est rendu compte que l'empreinte numéro 1, quelle surprise, c'est le transport, mais l'empreinte numéro 2, c'est le repas. Donc, par exemple, de choisir de servir un repas végétarien, déjà, ça fait une grosse différence, puis ça nous fait faire des économies. Donc, des fois, il y a des choix comme ça qu'on peut faire auxquels on ne pense pas parce qu'on ne connaît pas l'information. Donc, ces choix-là peuvent être quand même plus faciles à faire et n'ont pas un impact économique.
Ce que j'entends dans le milieu artistique, c'est qu'on sent qu'on est tellement petit au niveau de l'ensemble des problématiques que ça vaut même pas la peine, mais j'y crois pas moi-même. Je pense qu'il faut non seulement faire sa part, mais s'engager dans un processus positif, actif, collaboratif pour bien vivre ici. Et évidemment, les œuvres, moi je m'intéresse aussi à l'art, comment l'art, la contribution de l'art, là, j'aimerais avoir tes réflexions là-dessus, mais je sens que quand j'ai rencontré Alison Tickell de Julie's Bicycle la première fois, il y a longtemps, en 2019, elle me parlait qu'à Julie's Bicycle en Angleterre, le point de départ, c'est l'éco-responsabilité, puis après ça influence le reste des opérations. Donc, il y a quelque chose de normal là-dedans. Ça peut être l'inverse aussi. Ça peut être un organisme qui a fait beaucoup de création sur l'environnement et qui décide de prendre les outils. Puis c'est merveilleux qu'il y ait des outils, hein, parce qu'on n'est pas obligé de commencer à zéro. Là. Il y a toutes sortes de normes et de façons de faire. Et moi, une chose que j'ai aimée dans ce que tu as dit, c'est la collaboration. Je pense que c'est la clé pour que ça soit plus facile. Je pense à un dialogue, un partage qui s'est amorcé entre les lieux de diffusion culturelle au Québec. Je pense à... voyons, je cherche les noms, là, mais le petit théâtre de Québec, le petit théâtre, le petit Champlain, qui a donné ses références à telle autre salle et telle autre salle. En tout cas, donc, plusieurs lieux qui ont implanté l'Éco-COP, par exemple, tout simplement. Puis là, d'autres se demandaient, mais est-ce que moi, je peux le faire? C'est quoi les coûts? Est-ce que les gens vont adhérer? Puis là, d'une salle à l'autre, d'un lieu de diffusion à l'autre, se sont tous partagés leurs trucs pour que l'un qui avait été le premier permette à d'autres d'éviter les mêmes soucis, les mêmes écueils. Donc, je pense que le partage, la collaboration, c'est vraiment clé. Et la chose qui est belle là-dedans, c'est que les gens qui sont les précurseurs sont extrêmement généreux. Sont extrêmement généreux de leur connaissance. Je pense au Festivois de Trois-Rivières, qui est un festival de musique. Le directeur, il ne dit jamais non pour partager toute l'expérience qu'il a accumulée. Le festif aussi, de Baie-Saint-Paul, Mutec, c'est des gens extrêmement généreux. Donc, ça vaut de l'or. Ben, tu m'as invité à Les Vivants, ou oui. Les Vivants, il y a 1 an ou 2. Et j'étais vraiment surpris de voir la joie dans la salle, parce que c'est bien d'être reconnu, hein? C'est pas important de gagner un prix ou non, là, mais d'avoir une reconnaissance des pairs crédible en fonction là, de ce qui a été fait, puis des efforts aussi, parce que des fois, on essaie, puis on ne réussit pas du premier coup. Alors ça, j'ai trouvé ça bien, que d'être dans un environnement de joie et de célébration et de reconnaissance de partout au Québec. Puis j'ai dit, bon, ben ils ont compris comment animer un peu une communauté de transformation. Mais ça, c'est ça. Tout à l'heure, je parlais des 5 volets qu'on a voulu mettre en œuvre. Puis à un moment donné, je me rappellerai toujours, j'étais dans l'autobus entre Montréal et Québec, puis j'ai eu l'idée, mais le volet qui nous manque après la sensibilisation, la formation, le service conseil, tout ça, c'est le rayonnement, la reconnaissance. Parce que ça donne le goût de continuer. Hein? Quand on est reconnu, puis ça donne aussi un moment de partage avec d'autres pour faire voir ce qu'on a fait, puis les autres ne vont pas faire exactement la même chose, mais au moins, ils vont prendre connaissance puis se dire « Ah, OK, pour nous, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous, on pourrait faire ça, on pourrait faire ça. » Donc, les Vivas, ça a été ça. On a fait 13 éditions déjà, quelque chose comme ça. Et puis, à chaque fois, les gens nous remercient parce que eux, ça leur permet aussi de rayonner dans leur région. Hein? Des fois, ils se sentent seuls. Hein? Quand on est un peu le porteur là, d'un drapeau... moi, je prends soin de la terre, je prends soin des gens, j'ai ces pratiques-là, mais des fois, ça va bien, puis des fois, on se sent seul. Puis là, ils sont plus seuls. Ils sont dans une communauté, justement. Ouais.
Une question un peu plus difficile. Le thème de ma 5e saison de ce balado, c'est la fin du monde tel qu'on le connaît. C'est pas moi qui ai inventé ce terme-là. Là. Puis comment créer les conditions pour que d'autres mondes émergent. Évidemment, ça prend une transformation de la société, etc. Là, en ce moment, il y a des feux, des wildfires dans l'ouest du Canada. Il se passe plein de choses. La fumée va revenir cet été. On sait qu'on est dans une période de crise plus ou moins permanente. Comment tu vois le rôle de l'art là-dedans? Bien, premièrement, moi, je ne voudrais pas que les artistes portent le poids de tout ça seuls. C'est pas ça le message du tout. Je pense que tout le monde, comme tu l'as dit tout à l'heure, il faut que tout le monde prenne notre part de responsabilité puis notre part d'action. La responsabilité sans l'action, c'est trop décourageant. Il faut vraiment se mettre en action, puis c'est là que c'est moins lourd. Quand j'ai étudié en environnement, il y a combien d'années? Près de 25 ans. Il y a certains jours que vraiment on sortait de classe puis c'était trop lourd sur nos épaules, tout ce qu'on avait appris. Il y a 25 ans, on le savait que les changements climatiques étaient là. On le savait. Puis c'était vraiment lourd à porter, mais il y a on apprenait aussi le lendemain tout ce qui allait bien, toutes les technologies qui se mettaient en place, puis l'énergie solaire, il y a 25 ans, ça coûtait tellement cher, ça n'avait aucun sens, mais là, c'est accessible, puis les gens vont de l'avant, là, en Chine notamment. Hein? C'est facile de taper sur les autres puis de dire, eux, ils font pas comme il faut, mais il y a des belles choses qui se passent partout. Donc, la fin du monde telle qu'on la connaît, oui, c'est annoncé depuis longtemps. Il faut le prendre ça à bras-le-corps, je pense. Il faut y aller. Les artistes, comme tout le monde, doivent agir, oui, mais aussi, ils peuvent être des porte-paroles. Ça, c'est quelque chose que les plombiers, les policiers ne vont pas nécessairement pouvoir faire. Alors que quand on a un micro, par exemple, ou un pinceau ou autre chose, là, on peut rejoindre les gens, puis on peut les toucher à quelque part que ça va faire peut-être une différence. Je parlais à une journaliste il y a quelques temps, puis je lui disais, moi, je peux dire pendant des années quelque chose par écrit dans un micro, les gens ne vont pas m'écouter. Il suffit qu'une artiste prenne le micro, puis tout de suite, son message va beaucoup plus loin que moi. L'exemple, c'est Artistes citoyens en tournée. Donc, avec mes collègues Aurore Courcieux-Boineau, Laurence Lafont-Beaune, on a créé ça, Artistes citoyens en tournée. Puis Laurence, dès qu'elle passe, qu'elle se fait interviewer, après ça, c'est dans les magazines, c'est dans les journaux, c'est à la radio. Alors que Aurore et moi, on a beaucoup moins de rayonnement. Et parle-moi un peu plus de ce projet-là, je ne le connais pas. C'est quoi l'intention? Ça a été créé il y a 6 ans. Aurore est venue me voir, Laurence est venue me voir. Toutes les deux, c'est à 1 semaine de différence. Et toutes les deux avaient le même projet. C'était dans l'air. C'était dans l'air du temps. Donc, toutes les deux, de par leur rôle dans le milieu artistique, avaient vu le besoin pour les artistes de justement s'outiller, que tout le monde ne passe pas à travers le même chemin pour trouver des références, par exemple, pour ce qu'on appelle la merch, tout ce qui est les objets promotionnels. Si on veut faire une tuque locale, par où on passe? Donc, toutes les deux avaient envie de faire un outil pour les artistes. Et puis, ben, je leur ai dit, assoyons-nous toutes les trois. Puis, on a décidé de mettre sur pied Artistes citoyens en tournée. C'est devenu un guide, un site web. On participe à des événements chaque année, à Rideau notamment. On a souvent un kiosque à Rideau pour juste continuer le dialogue avec les gens. Souvent, ils viennent nous parler. C'est beau, là. C'est tellement beau. Être à Rideau, être assise au kiosque, on ne sait pas ce qui s'en vient. Là, il y a quelqu'un qui vient nous voir d'une compagnie de cirque. Hey, allô, j'ai vu votre projet. Sais-tu, nous, on a fait ça. Là, j'ai telle difficulté. Puis là, de pouvoir leur dire, mais telle autre organisation qui est juste l'autre bord du mur, là, juste parce qu'on a plein de kiosques à Rideau, tu peux aller les voir. Eux, ils ont passé à travers cette difficulté-là. Donc, on sert un peu d'entremetteur, mais aussi moi, j'aime faciliter la vie aux gens. Ça a l'air compliqué, mais en fait, ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas. Il faut que ça devienne un plaisir, il faut que ça devienne le quotidien. Il ne faut pas que ça soit toujours une marche à monter, sinon les gens, ils ne montrent pas la marche. Il faut que ça soit facile. Ben, c'est à l'échelle canadienne, on a commencé un organisme en anglais qui s'appelle Scale, en français c'est Le Saut, puis j'ai fait une entrevue avec Annette Hagel la semaine passée, qui est la directrice en anglais, directrice exécutive, puis c'est pas évident, parce qu'on est dans une période en ce moment où, en 2019, avant la pandémie, il y avait Greta Thunberg, et
Thunberg est venu ici à Montréal, il y avait 3 000 à 4 100 personnes. C'était tellement beau. Puis c'était le début, c'était l'évolution. Là, il ne faut pas arrêter, là, mais ça a ralenti, puis les gens ont été secoués, évidemment, par la pandémie, mais en même temps, il y a eu des synergies qui ont été créées pendant la pandémie. Scale a été créé pendant la pandémie. Et maintenant, il faut financer, puis toutes les structures. Mais l'intention de regrouper les artistes et travailleurs culturels autour d'un projet de, appelons ça, éco-société, est là. Oui. Parce que les artistes le font depuis toujours. Il y a du land art, il y a toutes sortes de formes d'art qui est là depuis toujours. Mais comment est-ce qu'on fait pour travailler ensemble? Comment est-ce qu'on fait pour s'outiller, mais aussi collaborer? Donc, je suis content que Scale soit là à l'échelle canadienne, qu'il y a plusieurs organismes au Québec et dans d'autres régions qui travaillent plus sur une base régionale, si on veut. Et l'artiste, lui, elle, peuvent faire le travail. Avec la liberté qu'ils ont besoin, avec les ressources qu'ils ont besoin, puis ils peuvent choisir, évidemment, de travailler sur ça peut être la justice climatique, ça peut être une chose ou une autre. Moi, je veux jamais imposer, mais je veux informer, outiller, comme tu fais, offrir des possibilités, entendre l'expérience. Pour ça, je posais la question, comment c'est arrivé? Bien, c'est arrivé par un engagement, par ta jeunesse. Moi aussi, j'ai été élevé à North Bay. Mon père était médecin, ma mère est artiste. Puis c'est dans le sang. Évidemment, il faut faire quelque chose. Mais comment est-ce qu'on articule un projet de société? Moi, je pense qu'il ne faut pas trop y penser. Il faut se lancer. Parce que sinon, moi, j'ai 3 enfants. Hein? Je disais ça à un ami dernièrement. Je disais, si j'avais pensé à tout ce que ça impliquait d'avoir 3 enfants, peut-être que j'en aurais pas eu 3. À un moment donné, il faut se lancer. Faut le faire. Puis quand on a lancé ACT il y a 6 ans, on ne savait pas trop où ça allait nous mener. Puis nous aussi, on n'a pas d'argent. C'est vraiment une implication de 3 personnes et des stagiaires, des personnes qui sont venues nous aider, qui nous aident encore. Mais on se lance, on y va, on fait ce qu'on peut. Hein? Mettons pas la barre trop haute, là. Il faudrait mettre la barre haute. Mais c'est trop lourd sur les épaules de quelqu'un. Donc, on se dit, OK, on fait ce pas. Ensuite, on va faire le 2e pas, le 3e pas. Puis, on est aussi très ouverte aux opportunités. Des fois, il y a quelqu'un qui vient nous voir, nous pose une question. Ah, on va creuser cette question. Oui, quand on commence à s'impliquer puis à avoir des idées, on a le goût de continuer, c'est sûr. Il y a un projet qui est très intéressant au Québec, un autre projet qui est On tourne vers. Donc, c'est un projet qui est né parce que, justement, dans l'événementiel, il y avait déjà beaucoup d'initiatives, dans le milieu des arts vivants aussi, mais dans le milieu de tout ce qui est tournage télé, cinéma, documentaire, publicité. Il y avait quand même des impacts et puis il n'y avait pas d'initiative au Québec. Donc, un jour, on a décidé de vraiment prendre le taureau par les cornes, on va dire, avec le Bureau du cinéma et de la télévision du Québec, avec Québécois aussi, où il y avait des personnes très, très motivées à l'époque. Et puis, au Conseil québécois des événements éco-responsables, avec l'expertise qu'on avait développée, on a décidé de s'allier et de créer cette initiative. Donc, on tourne vers Rolling Green en anglais. Il y a un site web plein d'informations, plein d'outils. Puis ça fait quoi pour le milieu du cinéma? Qu'est-ce qu'on leur offre? Ce qu'on nous dit, c'est que ça permet d'un peu de mobiliser les gens. Parce qu'effectivement, il y avait déjà des directeurs de production, des réalisateurs, des auteurs, des comédiens, des gens qui étaient dans leurs valeurs personnelles, dans leur vie, étaient hyper engagés, mais dans leur milieu de travail, qui est les plateaux de tournage ou toute la pré-prod, la post-production, c'était pas clair qu'est-ce qu'ils pouvaient faire, qu'est-ce qu'ils pouvaient même imposer des fois ou jusqu'où on peut aller. Donc, le projet sert un peu de catalyseur pour permettre de justement poser des gestes très, très concrets puis d'être un peu dédouané par le fait qu'il y a ce projet-là. Bien là, il y a On tourne vers, il y a cet outil-là, il y a cette accréditation. Il y a une accréditation pour les tournages, donc 3 niveaux, niveau 1, 2, 3, selon la performance. Et puis,
nous, on tourne vers niveau 2, donc voici les gestes qu'on doit faire. Ça permet de convaincre, ça permet de rendre clair aussi ce qui doit être fait. On nous dit souvent que ça sert un peu de guide de référence, encore une fois, de chemin à parcourir. Et peut-être autant dans la planification que dans la production, parce que si on évite certains déplacements, si on peut réutiliser... Moi, des fois, je regarde la télévision et je dis, c'est épouvantable. Oui, mais ça, c'est un autre volet qu'on essaie de développer. C'est tous les éco-gestes, tout ce qu'on voit à l'écran. Mes enfants n'en peuvent plus de m'entendre crier parce que quand on écoute la télévision, je dis « Ah non, je ne peux pas croire qu'ils ont pris de la vaisselle jetable à la télévision. » Parce que non seulement ils ont utilisé de la vaisselle jetable, mais ça donne au public l'impression que c'est correct d'utiliser de la vaisselle jetable. Oui, on a produit un rapport là, sur les éco-gestes à l'écran, puis ensuite, il y a une journaliste qui m'a traité de police du tofu. Mais c'est pas ça. On veut pas être la police. On veut pas dire aux gens quoi faire, mais c'est juste que ça a un impact. Exemple, le film Hunger Games, Oui. quand ça a sorti, après, les inscriptions pour le tir à l'arc ont explosé de 400%. Quand à la télé québécoise, il y avait... j'oublie le nom. Il y avait une émission où il y avait un petit commerce de café équitable. Ben, les ventes du café équitable ont explosé au Québec. Il y a vraiment une corrélation entre ce qu'on montre puis ce que les gens adoptent comme comportement. Donc, c'est important de faire attention à ce niveau-là aussi. Puis il y a beaucoup de gens dans le milieu qui sont très touchés par ça puis qui ont envie de faire une différence à ce niveau-là. Mais on voit encore des gens en plein centre-ville se déplacer en gros véhicule puis trouver tout de suite une place de stationnement. Ça ne correspond même pas à la réalité. Ben, les artistes qui font de la science-fiction imaginent des mondes meilleurs ou des mondes dystopiens ou whatever, mais je sais qu'il y a eu... quelqu'un a développé un outil pour voir le rôle des femmes dans le film. J'oublie comment ça s'appelle, mais maintenant ils veulent faire l'équivalent de le changement climatique. Combien de fois est-ce que le changement climatique est présenté d'une façon crédible et... scientifiquement correct dans un film. On a fait un atelier dernièrement, puis il y a une personne du milieu audiovisuel qui me disait « Mais quand est-ce que dans une émission au quotidien, on va nous dire qu'on annule, on va pas patiner parce que la température en hiver ne nous le permet pas? » Jamais on intègre les changements climatiques au quotidien, alors que dans la vraie vie, ça impacte tous notre vie. Il y a encore il y a du chemin à faire. Mais les artistes et les journalistes et tous ceux qui travaillent dans les médias peuvent faire leur part en étant plus honnêtes avec ce qui se passe réellement. C'est pour ça que la notion d'accepter et ne pas être en déni, je sais que c'est très complexe parce que les gens ont beaucoup d'anxiété, il y a beaucoup d'impuissance. Et quand on arrive à accepter qu'on est anxieux, on peut peut-être aller au-delà avec des actes ensemble, etc. Mais le pouvoir de l'art est à plusieurs niveaux. Puis des fois, c'est au niveau des médias populaires, hein, les médias sociaux. Moi, je vois beaucoup de belles choses sur les médias sociaux qui sont... peu connus. Peu connus, qui ont besoin d'être amplifiés. Donc, suggestion, si vous partagez quelque chose qui aide la planète. Partager le positif aussi. C'est ça. Ah, ça fait tellement de bien. Tout à l'heure, j'ai mentionné le Festif, où en tout cas, c'est un événement qui est, je trouve, très inspirant, avec une équipe dédiée, motivée, encore une fois, dans la joie, dans le plaisir. Donc, ils ont développé une bière avec un pain d'une boulangerie. La boulangerie avait des surplus de pain, ils ne savaient pas trop quoi faire avec. Ils ont développé une bière qui devient la bière du festif. Moi, il n'y a rien qui me fait plus plaisir que de parler de ces choses-là. C'est concret. On prend un problème, on en fait une solution. C'est merveilleux, là. Oui, mais on pourrait le faire encore plus. Je retiens la suggestion. Oui, je sens aussi, en faisant mon balado, en parlant à des gens. Hier, j'ai parlé à une artiste ici, Azma Khan, qui m'a parlé de ce qui se passe au Pakistan. Tu sais, il y a eu des grosses inondations, puis elle m'a dit que c'est une période très, très riche de création artistique pendant une crise. Puis là, j'ai dit, honnêtement, je n'ai jamais vécu ça. J'ai toujours été dans une situation relativement sécure, etc. Donc, je trouve ça intéressant d'entendre les histoires, comment les artistes ont joué des rôles dans des situations de crise ou de désastre, etc. J'imagine que l'inspiration peut venir de toutes sortes de façons. Oui.
Puis c'est sûr que les crises environnementales sont là, puis toutes sortes d'éléments peuvent arriver, puis c'est sûr que c'est perturbant, hein? Je pense à des grands vents qui sont arrivés dans mon quartier il y a quelques années. Il y a une partie du toit qui est arrachée chez un voisin. Tu sais, c'est sûr que ça perturbe puis que ça doit amener, ça nous amène ailleurs, c'est sûr. Je veux juste citer quelque chose. Hier, j'étais à un concert de musique chorale, puis une artiste que je vais faire une table ronde avec elle cet après-midi qui s'appelle Diantha Edmonds, puis c'est une artiste Inuk. Puis à la fin de sa pièce, ça disait « Carry the song on, evolve ». Comment est-ce qu'on dit pour traduire ça? Continue la chanson, évolue. À chaque fois que j'y pense, je commence à pleurer. Oh! C'est tellement beau! Oui. Tellement beau. « Carry the song on, evolve ». Donc, la poésie, l'art, c'était sur le thème des baleines. Tu sais. Puis, il y avait des chanteurs, des jeunes personnes, des centaines de jeunes voix autour de nous. Puis j'ai vraiment senti l'intention de l'artiste, puis ça m'a ému à quel point que je pense que ça va rester avec moi pour le reste de ma vie. Et c'est peut-être ça le rôle de l'art, de planter de nous toucher profondément. Des expériences, puis peut-être dans 2 ans, dans 5 ans, mais on se souvient, on a vécu. Anyway. Alors, je n'ai pas besoin de te convaincre de l'importance. Ah non, non. Moi, je fais rire de moi parfois parce qu'il y a des choses qui m'ont touchée tellement profondément. Tu sais, des années plus tard, je vais en reparler. Puis des pièces que j'ai vues 7 fois. Puis là, à chaque fois que ça revient en ville, là, « Ah, toi, tu l'as pas vu, veux-tu venir avec moi? » Tu sais. On va terminer avec, si tu as des recommandations de livres, de podcasts, de films que tu as vus, que tu recommandes à nos auditeurs. J'espère pas trop décevoir. Je lis pas beaucoup sur l'environnement à l'extérieur des heures de travail, mais quelque chose qui, moi, me fait énormément de bien, parce que c'est important d'être bien dans tout ça, hein? Surtout quand on porte cette cause toujours. Des fois, je me réveille le matin ou je me couche le soir puis j'ai des idées de ce qu'on devrait faire. Donc, moi, ce qui me touche beaucoup, qui me fait beaucoup de bien, c'est de rencontrer des gens qui ont les mêmes valeurs que moi. Moi, c'est ça que je recommanderais. D'aller à des événements, des occasions où on va rencontrer des gens qui ont les mêmes valeurs que nous. Je me rappelle très bien mon premier événement avec Environnement Jeunesse, qui est un organisme sans but lucratif qui regroupe des jeunes qui s'intéressent à l'environnement puis qui organise justement des événements, toutes sortes de choses. Je suis arrivée là, puis je me suis dit, enfin, je suis comprise. Enfin, je parle avec des gens qui parlent le même langage que moi. Puis ça m'a fait un bien terrible. Donc ça serait peut-être ça, ma suggestion. Puis c'est pas nécessairement cet organisme-là, mais moi, je dirais des organismes où on a des gens qui, près de la maison, ou s'il y a des causes qui vous touchent déjà, si, par exemple, pour nous, c'est le plastique dans l'eau, mais il y a des organismes qui s'intéressent à ça. C'est possible d'aller écouter leurs conférences, de rester après, discuter avec les gens. Moi, ça serait ça ma recommandation. Je pense que c'est une bonne idée. Moi-même, j'ai commencé un potluck à Ottawa à art et écologie. Oh, wow! Tous les 2 mois, on va faire ça. Je peux être invitée? Oui, tu peux venir. On fait ça le deuxième mercredi à tous les 2 mois. Donc, okay. Le prochain, c'est le 12 juin, ensuite le 11 septembre, etc. Puis le premier, c'était au mois d'avril, puis c'était merveilleux. Puis une des participantes qui a dit « Je ne m'attendais pas à ça, on n'a rien fait. » Il n'y avait pas de conclusion. Il n'y a pas un produit à la fin. Elle n'a pas dit qu'elle a perdu son temps. Elle a dit « J'ai beaucoup de plaisir. On a parlé plein de choses. On a parlé de co-op housing, puis on a parlé d'art, d'écoute, toutes sortes d'affaires. » Mais c'était ça l'intention, c'est de se réunir et en groupe, avec la nourriture locale, écologique, biologique, si possible, mais d'avoir un espace de dialogue et de soutien. Donc ça, c'est physique. On a un salon chez nous, on le fait.
Puis j'encourage ceux qui veulent le faire, comme tu as dit, De se regrouper. soit de se joindre à un groupe existant ou de créer un groupe. Les deux sont possibles, puis c'est plus facile maintenant. Certains le font en ligne. Moi, en parlant d'en ligne, je fais partie d'un groupe, c'est moins bon, mais au niveau international, il y a un groupe que Jem Bendel a créé, le Deep Adaptation Forum. Puis là, je me retrouve avec des personnes qui sont au même niveau, mettons, que moi, là. Puis on se parle de choses, la collapse, etc. Puis c'est pas pour tout le monde, là, mais pour moi, j'ai trouvé une communauté, puis je parle à des gens avec qui on peut avoir un dialogue, puis on peut rire ensemble, puis on peut pleurer ensemble, puis c'est ça. Et ensuite, continuer ce qu'on fait à soit rayonner ou infiltrer. J'ai déjà été dans des groupes où, au contraire, c'était très peu présent, les questions environnement, mais je me suis dit, je vais aller dans ce groupe-là pour en parler. Mais ça, on ne peut pas faire toujours ça parce que ça demande beaucoup plus d'énergie que d'être avec des gens qui partagent nos valeurs puis avec qui on peut justement être 100% nous-mêmes puis dire quand ça va pas puis dire toutes les belles idées ou toutes les belles choses qu'on a vues. Mais en tout cas, les deux peuvent être intéressants. Bien, merci pour tout ce que tu fais pour le bien de la société et de l'art. Puis on va sans doute se reparler. Merci beaucoup.